L'idée était de vous montrer comment, à partir d'une faute ou d'une infraction, donc infraction c'est une violation de la loi, et une faute ça peut être simplement une négligence, on peut se retrouver avec des condamnations civiles, pénales, avec des implications pécuniaires et des peines d'emprisonnement. Ces condamnations, ces sanctions sont souvent publiées. Tel est le cas quand on parle de big data. Le premier réflexe pour un avocat, c'est de répondre CNIL. Vous avez tous entendu parler de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est cette autorité administrative indépendante qui a le pouvoir de sanctionner les mauvaises utilisations, les collectes considérées illicites de données. Mais je continue à vous faire peur et après on va se détendre. Et finalement, cette publicité de la condamnation, c'est peut-être la pire chose qui puisse arriver puisque cela porte atteinte à la réputation d'une marque, d'une entreprise et même d'une personne. Les risques principaux, classiques, que l'on peut rencontrer parce que ce domaine des réseaux sociaux et du big data, c'est un terrain miné. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on ne le sait pas, on est heureux. Quand on le sait, on peut se dire « pas vu, pas pris ». C'est une règle qui fonctionne, hein, mais pas longtemps. Surtout lorsqu'on est visible, lorsque l'on prospère, lorsqu'on est une grande marque. Et nous travaillons beaucoup pour les grands comptes et pour certaines startups. Mais pour durer, il est important d'anticiper ces risques, de les circonscrire et surtout d'en avoir conscience. Réseaux sociaux, c'est le lieu propice à la diffamation, à l'injure, la calomnie, l'atteinte au droit à l'image, autant de notions et au dénigrement. On se souvient, on en parlait dans le guide de la communication sans risque, de cette start-up, une des premières, Zlio, qui a dénigré sur Twitter, ça a été peut-être le premier tweet qui a coûté cher en France, l'un de ses prestataires. Ça lui a valu 10 000 € de condamnation, et déjà que la start-up n'allait pas très très bien et que la prestation consistait à améliorer le référencement du site en question, ça a été la ruine et le coût fatal. On a parlé tout à l'heure de collecte et d'analyse des données sur les réseaux sociaux. C'est effectivement très riche, c'est puissant, ça donne énormément de pouvoir à une marque et à ses analystes. Parmi les risques inhérent à ce genre de pratique, c'est la publicité comportementale. C'est autorisé. Je vais y venir. La publicité ciblée. C'est autant de notions, le profilage, le tracking, autant de notions qui inquiètent cette autorité parce qu'il y a énormément de dérapages et d'abus. On peut le faire. C'est autorisé. Ah ben je vois monsieur qui s'y connaît très bien également en la matière. Mais c'est une pratique qui suppose le respect d'un certain nombre de contraintes et la connaissance, non pas de frontières, mais de modalités pour aller jusqu'au bout du possible. Et tel est le rôle aujourd'hui des cabinets d'avocats. Et bien sûr, toutes les réglementations spécifiques. Quand on parle de tabac, de boissons, on est lié à une publicité qui est complètement réglementée et la liberté d'expression est alors limitée. Les dérapages classiques viennent souvent de l'intérieur. On peut rencontrer à l'intérieur des boîtes, qu'il s'agit de grands comptes ou de start-up, du dénigrement de sa hiérarchie. Ce sont les affaires sur Facebook qui ont été les premières concernant Alten. Et créer un groupe qui dit du mal ou qui invite ses membres à dire du mal de sa hiérarchie, ça peut coûter très cher. Et ce n'est pas, même si au final ça s'est très très bien terminé grâce à de très bons avocats devant la cour d'appel. Mais ce qu'on a tiré de tout ça comme leçon, c'est que bien entendu, lorsqu'on a 500 friends, on ne peut pas se couvrir derrière la correspondance privée ni la vie privée. Ce n'est pas possible. Les dénigrements de marques sur les réseaux sociaux, la divulgation d'informations confidentielles, bien souvent par négligence, par erreur et pas forcément par intention de nuire. Les attaques classiques que l'on va rencontrer qui viennent de l'extérieur, ce sont les contrefaçons, l'atteinte au droit à l'image, les détournements de marque, l'usurpation d'identité numérique. L'une des premières affaires avait été relative à Omar Sy, cet acteur français et oscarisé, césarisé, qui avait rencontré un profil qui était un fake en l'occurrence, et il s'agissait de l'usurpation d'identité numérique. Ce délit n'existait pas encore à l'époque et on voit bien
le législateur courir après cette évolution grandissante des nouvelles technologies. Mais il suffisait d'aller sur le terrain du respect de la vie privée pour obtenir la suppression de ce faux compte avec des blagues qui n'étaient, en l'occurrence, pas de la même qualité que l'artiste en question. Tout ceci, donc, une des dernières affaires, et c'est une notion très importante qui est particulièrement grandissante, et je préfère saisir l'opportunité pour vous alerter sur ces sujets, c'est la cybersécurité. On a vu que Sony a fait l'objet d'une cyberattaque. C'est le nouveau sujet en parallèle du big data qui préoccupe les entreprises, les organismes et qui peut empêcher de fonctionner. Et surtout, lorsqu'on a une mine d'informations comme les données sur les réseaux sociaux et que finalement, par un accès frauduleux au système d'information, on constate que celles-ci ont été volées et même effacées, tel est le cas de Sony, tous les ordinateurs sont vides. Ça peut avoir des conséquences particulièrement graves pour la marque et pour l'entreprise. Maintenant que je vous ai dit tout ça, qu'on a fait ce panorama de tous les risques, l'idée n'est pas d'attaquer tout le monde, ni tout de suite. Voilà. L'idée de l'approche que vous avez tous, et on le remarque auprès de tous les professionnels de la communication et du marketing, c'est de prendre quelques secondes, parce que lorsqu'on décide d'agir, il va falloir le faire très vite, mais au moins pour se poser les bonnes questions et apprécier l'opportunité d'agir. Parce que si, effectivement, on constate qu'une personne a usurpé l'identité de la marque pour dire des choses très agréables, mais que ça vient parasiter la communication de la marque en question sur les réseaux sociaux, il faut se demander qui est cette personne. Si c'est un fan, on ne va peut-être pas se mettre toute une communauté de fans sur le dos, exactement. Ce sont des éléments stratégiques qu'il convient d'intégrer dans toute action et réaction. Notamment ce principe de liberté d'expression qui, s'il est limité en France parce qu'on sanctionne, oui, on sanctionne en France les abus, l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression, il faut également apprécier le climat social ambiant et se dire, est-ce que, même si on agit, même si on a toutes les chances de réussir, est-ce que finalement on ne va pas se mettre à dos notre propre public ou celui que l'on souhaitait conquérir? Donc tout doit être apprécié. Il ne faut pas seulement se demander si on a toutes les chances de succès d'une action judiciaire, mais l'opportunité. Et c'est en ça que le travail doit se faire en véritable cohésion, concertation entre les équipes juridiques, les avocats externes qui ont une vision transversale et bien sûr les équipes stratégiques et opérationnelles. Et là, on en vient au risk therapy. Lorsque l'on anticipe, c'est là où le caractère anxiogène va s'évaporer. On voit se développer énormément de chartes en interne, parce que finalement, les risques qui sont les plus contrôlables sont ceux de son propre personnel, de ses propres membres, et aussi de ses prestataires et de ses sous-traitants. Visualiser les bonnes pratiques, sensibiliser autour de soi, mais aussi dans les chartes utilisateurs. Lorsqu'on a un public qui utilise la plateforme, les sensibiliser sur les bonnes pratiques et sur les conséquences que ça peut avoir. Je souhaite faire un tout petit zoom sur une initiative vraiment très rapide, fort intéressante d'une association qui s'appelle Respect Zone, qui a développé une charte et un label que l'on peut mettre sur son site, sur ses plateformes, sur tous ses réseaux sociaux, pour cette fois-ci influencer en bien. Et on voit se développer ce nouveau mouvement du Respect Zone. Sensibiliser, former, cela est mieux en le disant. Cela permet de dissuader. Et surtout quand on se donne les moyens, donc pour le coup juridique, de sanctionner. Parce que si on ne prévoit pas la possibilité de sanctionner, il est souvent très difficile de le faire. Et enfin, lorsque c'était prévu, lorsque c'était dit noir sur blanc, on ne pourra jamais reprocher comme à Coral d'avoir sanctionné de manière parfaitement fondée sa fameuse caissière qui avait utilisé les bons pour s'acheter les bons qu'on obtient là, de réduction une fois qu'on a réglé pour aller acheter un McDo pas très très cher. Ils envisageaient le licenciement, le droit était avec eux, mais l'opinion publique ne l'était pas et les réseaux sociaux se sont effectivement montés contre Coral. Mais lorsque les choses
sont dites, sont claires, sont déjà complètement décantées, en général, la réputation s'en porte beaucoup mieux. Merci beaucoup. C'est sur ces notes d'optimisme. Merci beaucoup, Merab.